Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Le Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous. www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Le surveillant chef à bois et les Français sont dans la rue, criant à l'unisson pour la liberté. La défense des libertés et des droits de l'homme, c'est la raison d'être du Conseil national de transition. Nous sommes le Conseil national de transition. Nous vous informons 3 fois par semaine, le lundi, mercredi, vendredi, 20h30, 21h30. Bienvenue à vous dans la France libre. Tout de suite l'information avec Bruno et Philippe. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Oui, l'actualité se bouge en ce début de mois d'août, qui normalement est un mois de léthargie quand les gens partent en vacances et que la France s'endort sous le soleil. Or, on constate qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, déjà d'une part, un peu partout sur la France. Heureusement, il y a quelques exceptions. Et puis on s'endort pas du tout, hein. C'est-à-dire que les affaires reprennent. Je veux dire par là que la contestation reprend. Et en particulier chez les pompiers, puisque les pompiers nationaux ont déposé un préavis de grève pour le 9 août, donc c'est dans pas longtemps, à cause évidemment de l'obligation vaccinale contre laquelle ils se dressent. Ils ne sont pas les seuls, il y a aussi les soignants, les médecins, les infirmières qui se dressent exactement pour les mêmes raisons. Les pompiers ont fait un super texte que je ne présente pas ici, mais qui reprend tous les éléments du droit, qui les mettent dans leur bon droit, justement, et qui rappelle la hiérarchie des valeurs, la hiérarchie des règles, dans laquelle il est question de ça en tout cas. Et donc, bien entendu, ils sont dans le vrai juridiquement, ils sont dans le vrai, je dirais, d'un point de vue moral, ils sont dans le vrai d'un point de vue, évidemment, je dirais, médical, quoi, hein, tout simplement. Donc, leurs arguments, ils sont quand même les fers de lance de tout ce qui concerne la sûreté humaine et la sécurité, et y compris la sécurité médicale. Donc, on va écouter leurs paroles et en tout cas, nous l'écoutons. Nous espérons que leur écrit, leur préavis auprès de ce gouvernement, en tout cas de ces gens qui nous surveillent, je vais plutôt les appeler comme ça, sera écouté et que ça fera ralentir, stopper les choses, on verra bien. Sachant qu'en parallèle, nous avons également le Conseil de l'ordre des médecins français, hein, qui lui-même se dresse, alors non pas contre l'obligation vaccinale, mais contre le pass sanitaire.
Alors là, c'est quand même une mauvaise nouvelle pour nos surveillants en chef qui essayent de nous faire avaler un certain nombre de choses. Et là, ça coince. Et ça coince au niveau où on s'y attend le moins. C'est-à-dire que le Conseil de l'ordre des médecins n'avait pas franchement jusqu'à maintenant la réputation d'être opposé à nos surveillants, mais plutôt dans leur camp. Voilà, donc les choses sont en train d'évoluer. Il y a un certain nombre de choses qui se passent. On a aussi une lettre d'un colonel, un certain colonel Amiot, qui est qu'on voit bien sur Internet, et qui a écrit une lettre à l'Élysée pour traiter tout ce gouvernement, excusez-moi, toute cette liste de personnes qui nous surveillent, de les traiter de criminels, tout simplement. Donc, c'est exactement le droit fil de ce que nous mettons également sur des textes juridiques. Et il dit à peu près la même chose que nous, de façon très exacte, peut-être incomplète. Donc, faudrait-il, s'il nous entend, qu'il rentre en contact avec nous d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse éventuellement compléter son information. Voilà, donc tout ça s'annonce chaud pour un été qui ne l'est pas très encore, mais qui peut le devenir d'un point de vue social. On va bien voir de quoi il retourne. On est dans l'expectative, on est également dans l'attente des prochaines allez, on va pas appeler ça des défilés ni manifestations, mais des prochaines marches qui vont aller dans toutes les rues de France, qui vont reprendre de plus belle. Il y en a prévu ce samedi, en tout cas dans les villes autour de chez moi, il y en a sûrement ailleurs. On n'a pas la liste exacte de toutes les villes concernées avec toutes les autorisations préfectorales. C'est dommage, on aimerait bien l'avoir. À leur avis, aux amateurs, ceux qui l'ont sont les bienvenus pour nous la faire parvenir. Et donc, ça nous permet de nous organiser, de savoir à l'avance où on doit se trouver. Alors, je rappelle que le CNT n'a pas pour vocation de défiler, n'a pas de revendication à faire valoir, plus que celle dont nous parlons depuis le début, mais elle s'adresse à la fois à toute la population et au gouvernement, et à ceux qui nous surveillent. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est que nous, on va effectivement entrer un peu dans la danse de façon discrète, mais réelle et sérieuse, dans la mesure où nous allons proposer tout simplement des slogans que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas vu encore fleurir dans ces marches. Voilà. Et puis, nous allons informer toujours plus, toujours un peu plus fort, à la fois les personnes qui sont dans les ennuis et qui sont précipitées dehors à cause de nos surveillants et qui se posent des questions et qui n'ont pas les réponses et qui se contentent un petit peu de ce qu'ils ont sous les yeux plutôt que de remonter à la cause des causes et à l'origine du mal, ce qui est notre rôle à nous. Donc, on va essayer de le faire. On va en profiter justement de ces nombreuses personnes dans la rue, car elles sont très nombreuses, plus nombreuses que pour les Gilets jaunes, me semble-t-il. Donc, il y a véritablement le début d'un mouvement. Il faut que ce mouvement soit le plus vite possible, pardonnez-moi, et le plus tôt possible, averti des réalités dans lesquelles nous sommes maintenant et de l'histoire de ces réalités d'aujourd'hui. Voilà ce que je voudrais dire. Voilà, j'ai fini pour mon actualité. Je passe la parole à Bruno. Merci Philippe, et donc bonsoir Sylvain, bonsoir Philippe et bonsoir à tous. Alors moi je vais commencer simplement en disant que nous sommes aujourd'hui mercredi 4 août et c'est donc le 7e jour de liberté enfin retrouvé pour notre ami et fondateur Éric Fiorilde, donc qui se remet petit à petit, peu à peu, de sa longue épreuve injustifiée. Et donc, on lui souhaite de retrouver toute la santé dont il a besoin pour pouvoir nous revenir en pleine forme. Voilà. Deuxième chose importante, on voudrait remercier Didier Garofalo, qui nous a publié, je dirais, plusieurs fois et qui continue à publier nos émissions et à faire connaître le CNT autour de lui et au niveau de toutes les chaînes sur lesquelles il intervient. Donc, c'est bien parce que ça va dans le sens de l'union que nous préconisons depuis longtemps avec tous les vrais lanceurs d'alerte, ceux qui ne sont pas de l'opposition contrôlée, ceux qui sont vraiment conscients de la situation et de ce qu'il faut faire pour en sortir avec un programme sérieux. Et puis, je voulais aussi dire que finalement, donc, le CNT français commence à servir d'exemple donc, au niveau international parce que nous avons un certain nombre de personnes, aussi bien au Canada qu'en Suisse, qui travaillent actuellement activement pour pouvoir créer un CNT dans ces deux pays. Donc, courage à eux et bravo pour l'initiative qu'ils ont commencé à développer. Voilà ce que je voulais dire pour commencer et je te passe la parole à toi, Sylvain. Merci. Merci Bruno. L'actualité, eh bien, on va la partager en images.
voilà pour les images d'actualité de ce que l'on a pu voir ce week-end. Alors pourquoi ce choix d'image quand on voit des policiers, des forces de l'ordre tomber à terre? Donc je vais vous expliquer pourquoi ce choix d'image. Parce que sur les médias mainstream, il est annoncé comme quoi les gens qui manifestent sont violents avec les policiers. Chose qui n'est absolument pas vraie. Les policiers qui actuellement sont blessés dans ce genre de conditions parce qu'ils marchent à reculons, ne font pas attention et se blessent d'eux-mêmes. Voilà. Les manifestants sont vraiment pacifiques. Précision plus qu'utile. Je le pense. Tout à fait. Ben, comment est-ce que on enchaîne peut-être avec le sujet du jour, Sylvain? Le mercredi soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Être libre, c'est avoir jouissance de sa personne. N'être soumis à aucun maître. Ni captif, ni prisonnier et avoir aucune entrave. La liberté est le pouvoir de vouloir ou de ne pas vouloir. De se déterminer dans un sens ou dans un autre. La liberté est le combat de l'âme qui ne se laisse pas vaincre ni soumettre. Le terme liberté est un mot qui suscite l'enthousiasme, l'adhésion. C'est une valeur pour laquelle des hommes se sont battus et sont morts, et nul ne conteste qu'il vaut mieux être libre qu'esclave ou prisonnier. Liberté de pensée, liberté de déplacement, liberté d'expression, liberté économique, liberté et ressources inconditionnelles. Le Conseil national de transition, dans son programme, propose un revenu minimum que percevra chaque Français à partir de 16 ans, sans condition, et qui lui permettra d'avoir les ressources minimales afin de subvenir à ses besoins primaires, comme se nourrir, s'habiller, se loger, se déplacer, se soigner, en bref, vivre dignement, indépendamment de sa capacité à trouver une activité rémunérante. Liberté et ressources inconditionnelles, le sujet de ce mercredi soir. Merci Sylvain. Donc, je vais commencer à parler un petit peu de ce revenu inconditionnel, mais pour commencer, je vais vous dire une chose importante, c'est que nous distinguons totalement des propositions qui sont faites par nos adversaires de soi-disant revenu universel, qui serait en fait une aumône très faible qui permettrait aux gens simplement de pouvoir survivre et pas vivre. Et en plus de ça, qui serait en contrepartie pratiquement d'une saisie de tous les biens, etc. Donc c'est quelque chose qui est absolument inadmissible. Et nous, on préfère parler au CNT d'une ressource inconditionnelle plutôt que d'un revenu universel. Une ressource inconditionnelle parce que c'est une ressource donc nécessaire qui permettra à tout citoyen d'être déchargé de tous les besoins primaires, c'est-à-dire se nourrir, se loger et pouvoir vivre dignement au départ. À partir de là, il est vrai qu'au CNT, on propose ce concept à partir de l'âge de 16 ans. Mais dans notre commission, dans les études de notre commission audit finance, il a été envisagé de permettre aussi dès la naissance à tout individu d'avoir déjà un petit pécule, disons des centimes, qui commencerait donc à s'accumuler sur donc ces réserves financières. Tout ça pour permettre un petit peu à chacun d'apprendre à gérer et disons d'avoir la conscience de ce que c'est que la gestion financière. Mais à partir de là, pour réaliser cet objectif, il faut d'abord que le CNT fasse, au moment de son installation, un audit généralisé du pays, c'est-à-dire un audit de toutes les dettes qui peuvent exister dans le pays, que ce soit vis-à-vis de l'étranger ou vis-à-vis de privés, que ce soit les dettes publiques ou les dettes privées, un audit du fonctionnement de tout le système financier, banque, assurance et bourse, qui permettent de détecter toutes les malversations et tous les détournements de fonds qui peuvent exister, qui a pu y avoir, un audit aussi de tout le système politique existant, donc qui a provoqué énormément de détournements de fonds, et puis aussi un audit complet du patrimoine du pays, du patrimoine de l'État, du patrimoine qui appartient, donc ce qu'on appellerait les parties communes, qui appartiennent au fait au peuple français, et qui permettra de pouvoir déterminer quelle est la vraie richesse du pays et de récupérer les dizaines et les centaines de milliards qui ont pu être détournés. Donc à partir de là, on aura les moyens de pouvoir financer cette ressource inconditionnelle
qu'on estime déjà au départ d'être possible à partir de 1500, voire 2000 euros ou équivalent euros, parce qu'on parlera à partir de là d'une nouvelle monnaie qui sera une monnaie souveraine de la France. On va revenir à une certaine forme de franc qu'on pourrait appeler franc libre ou un autre nom, mais on voudrait aussi que cette monnaie soit, je dirais, une monnaie citoyenne, c'est-à-dire qu'elle rejoigne un petit peu certains principes dans certaines monnaies locales qui ont été créées, qui sont des monnaies dont la répartition se fait non seulement par une banque centrale du pays, mais aussi par création monétaire au niveau de l'individu. Donc ça, c'est un travail qui va être développé quand le CNT sera installé, parce que ce qu'on veut, c'est que la monnaie ne soit plus de la monnaie dette, de l'argent dette, mais de la monnaie qui soit profitable pour vraiment faire fonctionner le système économique. Alors, c'est vrai que certains peuvent penser que depuis des siècles d'exploitation, le fait de recevoir une ressource inconditionnelle, c'est un dû. Ce n'est pas un dû. C'est, je dirais, le moyen pour l'individu de se libérer des contingences de base pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir réaliser des œuvres de création, que ce soit au niveau création d'entreprise ou création artistique ou autre, au service et pour le bien du pays et pour le bien de la collectivité. Donc en fait, pour moi, ce serait plutôt un devoir. À partir du moment où l'individu va bénéficier de cette ressource, il a le devoir de ne pas rester à se tourner les pouces, mais de s'impliquer dans la société, soit donc en créant des entreprises, soit en développant certains brevets qui ont été mis sous le coude depuis des années, voire des siècles, soit en développant des activités de création dans toutes sortes, soit en apportant son service à d'autres personnes, comme par exemple les services aux personnes âgées, etc., etc. Ce qui permettrait notamment de supprimer tout le système complètement fallacieux des EHPAD. Donc ça, c'est un exemple. Donc il faut comprendre qu'il faudra que l'individu, quand il va recevoir cet avantage, ait en même temps des obligations à respecter, c'est-à-dire de s'impliquer. Et ça, on va leur apprendre dès la petite école. C'est-à-dire qu'il va falloir changer tout le système éducatif pour permettre aux individus de comprendre qu'ils ont tous un don, qu'ils ont tous une capacité et qu'ils peuvent l'exprimer, chose qui n'est pas vraiment développée actuellement, loin de là. Donc ça, c'est important parce qu'on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et donc, ce système permettra d'un côté de relancer l'économie, parce qu'à partir du moment où chaque individu va pouvoir toucher une ressource individuelle et inconditionnelle, ben cet argent, il va être dépensé. Il va être dépensé pour fonctionner, il va être dépensé pour vivre, et à partir de là, l'économie va fonctionner beaucoup plus vite. En ce qui concerne les moyens de financer cette ressource inconditionnelle, ben déjà, elle va venir remplacer toutes les aides actuelles, les 790 milliards d'aides qui sont données actuellement dans tous les sens, avec une obligation de remplir des papiers vraiment absolument incohérents, parce que vraiment, ça prend du temps pour tout le monde et c'est quelque chose qui n'est pas juste. Par contre, cette ressource sera réservée uniquement aux citoyens français qui ont la nationalité française et qui sont véritablement impliqués donc, dans le pays, ce qui est tout à fait normal. Par contre, en dehors de ça, au niveau du financement, on aura déjà le fait qu'on va supprimer l'impôt sur le revenu, qu'on va le remplacer par une TVA flexible qui sera donc adaptée à l'indépendance du pays, et qui permettra de taxer notamment les marchandises qui viennent de l'extérieur et qui sont des fois non concurrentielles, enfin, qui sont par exemple, ce qui peut venir de Chine ou d'ailleurs et qui est à des prix trop bas par rapport à l'exploitation des ouvriers ou des enfants là-bas dans ces pays. Mais à partir de là, on aura une taxation. On aura aussi une taxation qui sera faite sur la base de la qualité écologique des produits qui sont vendus, c'est-à-dire une TVA donc, qui sera
proportionnelle et flexible en fonction du niveau écologique de chaque produit. Par exemple, un produit de base de première nécessité, ce sera 0%. Un produit moyen, par exemple une voiture de petite qualité, ce sera une TVA à 5 ou 10%. Et puis celui qui veut s'acheter une Ferrari, il aura 80-90% de TVA à payer, sachant que de toute façon, comme il n'y aura pas d'impôt sur le revenu, il aura les moyens de pouvoir faire les choses comme il le veut. Mais à partir de là, on pourra joindre un impôt qui sera à la fois écologiste et juste pour tout le monde. Et avec ce système-là, on va voir revenir tous les exilés fiscaux. Tous les exilés fiscaux qui vont revenir, ça représente, on peut estimer ça, 300 ou 400 milliards de nouvelles recettes, de nouvelles richesses qui vont rentrer dans le pays. Donc, on va recréer un système non pas de cercle vicieux, mais de cercle vertueux qui va permettre à l'économie de fonctionner de mieux en mieux, qui va permettre aux individus de pouvoir exprimer leur créativité. Parce que si on réfléchit un petit peu, souvent on entend dire comme argument contre que ça va favoriser les feignants. En fait, les gens qui sont feignants, c'est parce qu'on ne leur a pas appris à développer leur créativité. Et puis, on peut rester feignant pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, à force de toucher de l'argent, mais à rien faire, un individu ne peut pas rester éternellement comme ça. Automatiquement, les gens vont commencer à bouger, vont commencer à créer. Et on en a des exemples, parce qu'il y a déjà eu, notamment aux États-Unis, des exemples dans certaines villes de création d'un revenu donc inconditionnel. Je peux citer l'exemple d'une ville en Californie où on a créé un revenu de $500 par mois. Et l'expérience a duré 1 an et demi. Eh bien, au bout d'1 an et demi, on a constaté que même avec ce petit revenu, le nombre de créations d'entreprises a été multiplié par 4. Donc, ça donne une idée des possibilités qui peuvent exister. Et puis, il y a aussi un aspect important, c'est qu'à partir de là, la petite criminalité va fortement diminuer, parce que je pense que quelqu'un qui se retrouve avec une ressource de 2 000 € par mois, il n'aura plus envie d'aller dealer de la drogue en bas de son immeuble. Donc ça, c'est évidemment, ça ne concerne pas forcément la grande criminalité, mais de toute façon, souvent, c'est la petite criminalité qui amène à la grande. Donc déjà, on va réduire beaucoup de problèmes et en même temps, on va supprimer la pauvreté entièrement dans le pays. Donc voilà un résumé de cette idée donc du CNT qui a déjà été développée dans le passé dans pas mal d'émissions, et je vous invite à aller sur le site conseilnational.tv et conseilnational.fr pour aller réécouter des vidéos qu'on a fait concernant ce sujet avec plus de détails, et aussi regarder donc toujours sur le site, regarder le forum avec les questions-réponses, parce qu'on a pas mal déjà de réponses à toutes les questions que les gens peuvent se poser là-dessus. Voilà, Philippe, donc si tu veux rebondir sur ce que je viens de dire assez rapidement, je te laisse la parole. Je veux bien rebondir rapidement, mais c'est pour des questions qui seront importantes. Il faudra que tu prennes ton temps pour nous répondre. Oui. Alors, bien sûr, pour les ressources inconditionnelles, tu parlais de donner de l'argent à la naissance des enfants. Je sais que c'est des choses qui peuvent paraître totalement irréalistes ou surréalistes, et en vérité, ça existe. Ça existe dans d'autres pays que la France. Je pense notamment à un pays comme Dubaï. Alors, je ne jurerai pas que ça existe toujours, mais je sais que ça a au moins existé récemment, où à la naissance de chaque enfant touche une somme d'argent. Alors, je ne sais plus si c'est de l'ordre de 30 000 € ou c'est quelque chose d'assez conséquent, qui permet évidemment aux parents de payer la layette de l'enfance, ça va sans dire, mais qui permet aussi aux parents de mettre cet argent sur un compte qui va être destiné à l'enfant pour plus tard et qui va donner de l'argent lui-même. Donc, ça rejoint tout à fait ce que tu disais tout à l'heure. Alors, on va me dire, oui, mais Dubaï, c'est une monarchie du pétrole, et ils ont de l'argent à pas savoir qu'en faire. En France, on a de l'argent, mais nous, on sait quoi en faire. Et ceux qui l'utilisent le plus, ce sont ceux qui nous surveillent aussi. Ils l'utilisent souvent à des mauvaises fins. Donc, cet argent qui reviendra dans les bons circuits, il pourra être à nouveau affecté à ce type de prestations, qu'on ait du pétrole ou qu'on n'en ait pas, ou qu'on ait des idées à la place du pétrole, ou qu'on ait des ingénieurs, ou qu'on ait une des plus grandes créativités de la planète, ou que sais-je encore. Donc, il y a de la valeur à faire valoir, il n'y a aucun doute là-dessus en France. Et il est tout à fait possible d'envisager ce type de solution. Donc, ça, c'est juste pour apporter de l'eau à ton moulin. Je peux te répondre.
répondre sur Oui, une chose oui. intéressante aussi, c'est qu'il y a encore beaucoup de familles, et ça depuis les années 60 et même avant, qui ouvrent un livret de caisse d'épargne à leur bébé quand il vient de naître et qui mettent un petit peu d'argent dessus toutes les semaines ou tous les mois ou tous les ans. Donc ça existe déjà, hein. Mais ça, c'est au choix des familles, hein. C'est pris sur les deniers des familles. Là, ce dont je parle, c'est des deniers publics, hein. On est bien d'accord, hein. Quand Ouais. les dubaïotes reçoivent de l'argent de la part du prince, pas de la part de leur cousin ou de leur cousine. On est bien d'accord. Et le deuxième point, c'est la création de la monnaie qui faisait allusion effectivement à une monnaie qui serait adossée à la fois sur comment dire, elle serait managée en quelque sorte, hein, gérée par l'État, donc elle serait garantie par l'État, et comme il se doit pour une monnaie, sinon ça n'est plus une monnaie. Et par ailleurs, elle serait également adossée sur la valeur humaine. Ça, c'est quelque chose de très novateur. Je pense qu'il faudra pouvoir à un moment donné mettre en avant des expériences qui auraient pu être faites dans ce domaine-là. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'on ne pourra pas le mettre en œuvre au jour J+1, quoi. Par contre, au jour J+1, on va récupérer le franc tel qu'il existait auparavant, alors sous un nom peut-être différent, mais on va récupérer notre autonomie financière par rapport à l'Europe. Ça, c'est immédiat, sans discussion. On n'est pas les seuls d'ailleurs à avoir ce type de projet et de logique. Donc voilà, mais il n'empêche que pendant cette période de transition qui va durer 2 à 3 ans, on va aussi plancher sur des solutions comme celles que tu évoquais et qui me paraissent tout à fait prometteuses. Voilà. Alors par rapport à tout ce que tu as dit, on a aussi des questions. Alors par exemple, est-ce qu'on n'a pas le risque, on parle toujours de risque, de danger, on a peur, on a tous des peurs, que ces 1500 à 2000 euros, bah, ils aient des effets pervers, aussi bien du côté de celui qui les reçoit que du côté de la société. Je m'explique. Euh, Est-ce qu'on risque pas de se faire siphonner ces 1500 euros par des consortiums étrangers qui vont habiller la personne au SMIC de A à Z, qui vont la nourrir de A à Z et qui vont lui fournir une voiture de A à Z, etc., etc. Parce qu'en face de nous, on a toujours des consortiums internationaux, des grosses sociétés. Comment on va faire pour faire en sorte que cet argent ne leur revienne pas directement dans les poches sans être redistribué ailleurs, et notamment sur des sociétés de taille inférieure, etc. Est-ce qu'il y aura une contrepartie, par exemple, de dépenser cet argent sur des productions locales, par exemple, ou sur des industries locales, etc. Est-ce que ça sera assorti éventuellement d'une contrepartie de consommation locale? C'est une question que je te pose. Voilà. Alors, c'est une question à laquelle la commission audit finance du CNT a répondu en utilisant le principe suivant. Il y aura une monnaie qui sera une monnaie nationale, mais cette monnaie nationale ne sera convertible avec les monnaies extérieures, notamment l'euro, que sous certaines conditions. Donc, il y aura, c'est un petit peu comme en Angleterre, où on a la livre sterling, on a aussi l'euro, mais pour les échanges internes, c'est la livre sterling qui joue. Donc, en fait, l'idée, c'est d'utiliser une monnaie qui ne fonctionnera que pour les échanges internes et qui ne sera pas soumise à la spéculation extérieure. Donc qui ne pourra pas sortir du pays sauf sous certaines conditions pour être échangé avec les monnaies étrangères. Ce qui évitera donc toute spéculation sur la monnaie venant de l'extérieur, parce qu'à partir du moment où le CNT va arriver au pouvoir, l'économie française va se redresser fortement et ça va faire des jaloux à l'extérieur. Donc évidemment, les spéculateurs sont derrière, là, en train d'attendre pour essayer de nous tomber dessus. Donc, il faudra absolument éviter ce système-là et permettre à cette monnaie d'être une monnaie qui ne soit pas soumise à la spéculation. Voilà. Merci pour la réponse qui me paraît claire. Autre crainte, si on donne de l'argent à des gens qui n'en gagnaient pas autant quand ils faisaient des petits boulots, est-ce que ça ne va pas supprimer l'ensemble des petits boulots? Avec pour effet pervers, eh bien, tout simplement qu'il y a une crise de la main-d'œuvre pour les gens qui cherchent des techniciens de surface, comme on dit, hein, des personnes dans les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises de propreté nettoyage qui s'offrent les services de gens qui viennent faire 2 heures, 3 heures, 4 heures par jour, parfois un peu plus, mais pas forcément beaucoup plus par jour, j'ai bien dit, hein, dans les entreprises pour la propreté nettoyage. Et ça représente, à ma connaissance, à peu près 400 000 personnes, 400 000 emplois ETP, équivalent temps plein. Donc voilà, donc c'est la question, c'est ça, c'est est-ce qu'on risque pas en contrepartie de perdre un ensemble de travaux qui vont disparaître du fait que les gens n'ont plus intérêt à faire ce genre de petits boulots puisqu'ils sont payés à ne pas les faire, justement, à faire autrement. Justement, ça aussi, ça a été évoqué lors des travaux de la commission.
en fait, tous les métiers qui sont, je dirais, un peu pénibles, un peu difficiles, comme éboueur, nettoyage, etc., devront être revalorisés fortement au niveau des salaires et aussi revalorisés au niveau de la qualité du travail, c'est-à-dire avec des aides, notamment par exemple par la robotique. Parce que dans ce cas-là, la robotique peut être utile pour aider ces personnes qui font des travaux un peu pénibles. Donc, à partir du moment où il y aura revalorisation, eh bien, la personne va avoir sa ressource inconditionnelle, plus un revenu qui sera quand même conséquent, même si c'est que quelques heures par jour de travail. Et puis, il y aura d'autres métiers qui vont apparaître à partir du moment où les gens se libèrent de toutes les contraintes habituelles de la vie quotidienne, eh bien, il va y avoir beaucoup de création. Il va y avoir beaucoup de création. Il va y avoir la création d'entreprises, donc il va y avoir la création d'emplois. Donc, je ne suis pas certain qu'au bout du compte, on n'ait pas une énorme création d'emplois avec la disparition totale du chômage. C'est un aspect que je pense qui va se développer parce qu'à partir du moment où l'économie se remet à marcher, automatiquement le chômage va diminuer. Et, bon, il y aura toujours besoin de métiers, je dirais, un peu difficiles, mais à partir du moment où on les revalorise au niveau de la qualité et au niveau de la rémunération, il y aura toujours des personnes qui accepteront de faire ce genre de profession. Alors, je suis assez d'accord avec ça. Il y aura toujours des personnes qui accepteront. Mais quand on gagne déjà bien sa vie sans rien faire et travailler pour 9 euros de l'heure, il va falloir trouver des personnes extrêmement motivées. Mais à ce moment-là, ça va être l'offre et la demande. Et effectivement, ça correspond à ce que tu viens de dire. On va être sous la logique de la contrainte, sous la contrainte de la logique, poussé à augmenter ces taux horaires pour ce type d'activité, effectivement, en attendant de trouver des solutions alternatives qui soient moins contraignantes pour le genre humain. Alors, j'allais dire humiliantes, c'est pas vrai, hein. J'ai jamais vu personne humilié à faire le ménage, mais bon, pas forcément très intéressé, quoi. Donc, voilà. Donc, bonne réponse de ta part, qui effectivement, en suivant ce plan, on se rend compte qu'il y a plein de solutions possibles. Alors moi, j'aurais juste commenté tout simplement que la ressource inconditionnelle, ça conduit vers le plaisir d'agir ou le plaisir d'être. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui préfèrent être plutôt que d'avoir, qui préfèrent être contemplatifs plutôt qu'agir. Je pense que les humains sont pas tous les mêmes en la matière et qu'il y a les hyperactifs, qu'il y a des gens qui ont le feu de la création en eux, et puis d'autres un petit peu moins, et qui ont d'autres idées, et qui veulent vivre autrement, et qui peuvent aller sous des latitudes, naturellement, lorsque les voyages seront ouverts, on est bien d'accord, sous des latitudes où les fruits poussent sur les arbres en abondance et où il n'est pas nécessaire de faire son marché, et pour se nourrir et pour survivre. Bon, il y a toutes les solutions possibles. Après, c'est à chacun de se dire, voilà, comment mon plan de vie est le suivant. Alors, c'est des projets très intéressants parce qu'à l'école maternelle, on pourrait se fixer comme objectif quel serait, à ton avis, mon cher Bambin de 2, 3, 4, 5 ans, le plan de vie qui tirait le mieux au teint, quoi, en quelque sorte, hein, qui te plairait le plus. Et ça peut être demandé et mis en statistique dans les écoles maternelles. Et je suis sûr que quand on demandait aux enfants quel métier ils voulaient faire plus tard, là, il y avait 50% des garçons qui voulaient être pompiers. Et puis, il y en avait 50% qui voulaient faire autre chose. Voilà, donc là, ça serait un petit peu la même chose. On pourrait dire aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie plus tard? Est-ce que tu veux être comme papa ou est-ce que tu veux être comme le monsieur là-bas ou la dame, etc., etc., etc. Donc ça ouvre des perspectives. C'est ça que je veux dire. Et puis, régime de voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a parlé de ressources tout à l'heure. On a parlé de ressources inconditionnelles. Effectivement, la ressource, c'est tout ce qui peut venir en aide à la vie quotidienne ou pas quotidienne d'ailleurs d'une personne. Et c'est pas forcément du numéraire, c'est pas forcément de l'argent. Et l'argent fait partie du jeu puisqu'on a décidé d'en distribuer dans ce cadre-là. Mais ça peut être aussi des échanges de services. Et ça, ce sont des choses qu'on voit vivre aujourd'hui, que j'ai vu vivre moi, des échanges de services, c'est-à-dire que contre un soin, par exemple, la personne reçoit un repas ou 2 repas, peu importe. Et ça vit déjà. Alors, je dis pas qu'il faut forcément aller dans cette direction-là, mais cette direction-là, elle est économiquement fort vertueuse, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas prendre le risque d'une inflation financière, elle le diminue, elle sert de tampon. Et ces échanges de services, à mon avis, au travers, pourquoi pas d'une bourse de services,
contre du matériel ou des services. Tout ça, ça reste à créer. Ce système-là pourrait bien fonctionner et limiter la présence de la circulation monétaire dans les échanges humains. Voilà ce qui me venait également à l'esprit. Bon, j'en ai fini pour mes remarques et questions. Et il Oui. ne faut pas oublier que déjà actuellement, il y a des millions de personnes en France qui sont bénévoles dans des associations et autres pour le service à la personne. Et donc, ils sont bénévoles et ils donnent de leur temps. Donc, si ces personnes-là, en plus, ont la ressource inconditionnelle, je pense qu'il y en aura de plus en plus qui vont pouvoir donner de leur temps. Et le but, c'est de pouvoir enfin s'occuper d'une façon digne et d'une façon décente de nos anciens, parce qu'on sait qu'avec l'augmentation, avec la courbe de la démographie, on sait que le vieillissement de la population fait que il y aura énormément et de plus en plus besoin de ce type de service pour les personnes âgées. Et à partir du moment où on pourra fonctionner comme ça, on évitera, comme je disais tout à l'heure, le système un peu inhumain des EHPAD et on reviendra à ce qui existait dans le passé, qui était très bien, c'est-à-dire que les personnes âgées pourront rester vivre à la maison et avec les autres générations. Et là, ça sera un retour à une certaine harmonie au niveau de la famille et au niveau de la vie en société. Et ça va aider énormément au développement justement de ces services à la personne. Oui, il y a ça. Et puis, je pense Ouais. qu'aussi que c'est vertueux parce que ça rend une dignité aux personnes, hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de travail, vous allez où? Vous allez au chômage. Vous êtes chômeur de longue durée. Vous devenez au RSA. Bon, tout ça, ce sont des dégradations de statut qui vous emmènent vers la dépression physique et mentale, hein. Or, avec le système que nous proposons là, si j'ai bien compris, les personnes seront toujours au beau fixe, psychologiquement, assurées de vivre décemment, etc. On peut se poser la question, je l'ai posée indirectement sur la façon de dépenser cet argent-là et le risque qu'il y a de l'envoyer vers des grands consortiums. Cette question-là, on pourrait y répondre en disant effectivement on va privilégier les travaux locaux, on va privilégier les achats locaux. Ça, je pense que là-dessus, on est assez d'accord. Et peut-être aussi de dire que les grandes entreprises ne seront plus forcément les reines, n'auront plus forcément le pouvoir total sur un pays, en tout cas sur le pays France, quand le CNT se présentera. Bon, voilà, donc ce que je voulais dire également. Il y a aussi une autre objection qu'on nous fait souvent, c'est de dire à partir du moment où quelqu'un va toucher cette somme régulière, eh bien les bailleurs sociaux ou les bailleurs privés vont en profiter pour augmenter les loyers. Alors, il y a une réponse très simple à ça, c'est tout simplement que les loyers seront encadrés, tout simplement. Alors si je peux m'exprimer en tant qu'artiste par rapport à ce revenu, eh bien franchement ce serait de la douceur de vivre que de pouvoir travailler sur un projet sans avoir à se soucier de cette difficulté du quotidien, de devoir œuvrer pour avoir quelques sous, etc. Ça permet de pouvoir se consacrer à son œuvre et à sa créativité en toute sérénité. Je suis complètement d'accord. Oui, on pense aux intermittents du spectacle. Très bien. Et tous artistes, on deviendra tous artistes. C'est génial. Et puis, Non, ça me plaît. si dès le départ, dès la naissance, dès la petite école, hein, dès l'école maternelle, comme tu disais, jusqu'à après, jusqu'à l'université, si toute l'éducation, tout l'enseignement est orienté vers le fait de permettre à l'individu de découvrir ses capacités, parce qu'on a tous des capacités. Contrairement à ce qu'on a pu nous faire croire au niveau du système républicain, on est tous capables de créer, on a tous un cerveau, quel que soit, même des personnes qui ont des problèmes de handicap mental, comme les autistes. Il y a des autistes qui sont des grands mathématiciens, etc. Bon, c'est un exemple, hein, mais toute personne a des capacités à développer. Donc, si on leur apprend, alors ça ne se fera pas tout de suite, ça ne se fera peut-être pas en une génération, quoique, parce qu'à partir du moment où le CNT sera installé, on peut très bien envisager que les personnes qui vont enfin pouvoir toucher cette ressource inconditionnelle vont pouvoir aller suivre des cours du soir facilement. Vous pouvoir apprendre, quelqu'un peut très bien, à l'âge de 40 ans, décider de faire des études de médecine, par exemple, parce qu'il sera débarrassé de tous les problèmes de la vie quotidienne, donc il pourra s'inscrire à l'université. Donc ça ouvre des perspectives absolument énormes. Absolument, absolument, absolument. Alors, est-ce qu'à cette étape, il nous reste, oui, un petit peu de temps quand même, on peut revenir
alors, on a traité ce détail, comme on parle du détail d'un tableau, hein, mais ça n'était en aucun cas un détail, du revenu inconditionnel, pardon, excusez-moi, de la ressource inconditionnelle, désormais c'est comme ça qu'il faut l'appeler, puisqu'il n'y a pas forcément utilisation de monnaie dans cette ressource, mais par contre, à l'intérieur de cette ressource, il y a effectivement de la monnaie donnée à chacun, en plus de tout le reste. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est que ces détails, ces commissions pour lesquelles nous avons travaillé, avec lesquelles nous avons travaillé et qu'on a mis en coordination avec Bruno, ces commissions ont travaillé justement sur le comment faire, quelle est la faisabilité de la chose. Mais en amont, il y a eu donc le fameux programme de la transition qui s'appelle Plan de sauvetage de la France. Je remets ça devant caméra. La transition, plan de sauvetage de la France. Qui se trouve évidemment sur notre site et que j'encourage tout le monde à aller voir d'urgence. Pourquoi? Parce que ça donne les cadres. Ça donne les cadres. Je voudrais simplement rappeler, comme on a souvent dit qu'on allait parler du programme, mais je crois que c'est le moment, quel est le programme prévu? Que faut-il faire pour que l'ensemble d'une population puisse, dans de bonnes conditions, créer une nouvelle forme de gouvernance? Alors, il y a 5 points qui sont retenus, des têtes de chapitre, de véritables informations générales. Quand on dit véritable, par opposition à celles qui nous font fermer notre poste quand on les entend. Deuxièmement, connaître la réalité de la situation actuelle. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure Bruno, c'est concevoir un audit. Et un audit, c'est une opération majeure hein, qui mobilise des millions de personnes. Et on aura besoin de toutes ces personnes pour réaliser un audit, exactement comme une société dans son métier. Là, il faut mobiliser des gens, ouais, pas de problème, on va faire l'audit. Vivre sereinement, sans préoccupation économique, ça rejoint exactement ce dont on vient de parler, c'est-à-dire cette fameuse ressource inconditionnelle qui va permettre à chacun de réfléchir, de voir ce qu'il peut faire de sa vie à titre individuel et surtout de voir comment il peut désormais se réintégrer dans le politique, c'est-à-dire ce qui fait le vivre ensemble. Parce que jusqu'à maintenant, tout le monde est absolument écœuré de rentrer dans la politique. Et nous, on va traiter le politique, le vivre ensemble. Et là, on va avoir des nouvelles règles qui vont faire que chacun d'entre nous va avoir envie de s'impliquer dans ce vivre ensemble. Ça paraît naturel. Ensuite, jouir d'une période de calme social. Donc ça, c'est la fameuse transition, cette période pendant laquelle on va garantir un certain nombre de choses, notamment des revenus, hein, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, pour éviter justement qu'il y ait une agitation sociale et pour faire en sorte que chacun puisse raisonner de son côté pour pouvoir faire des choix ultérieurement. Cinquièmement, disposer d'une structure permettant à chacun de s'exprimer, de débattre et de participer à l'élaboration du nouveau système qui sera mis en place. Ben voilà. Donc, cette structure, elle peut passer soit par un canal télévisé, soit par un canal Internet. Et effectivement, elle parlera de débat. Alors, le débat, c'est pas le débat pour le débat, hein, qu'on soit bien clair. Si on veut débattre du sexe des anges ou de la couleur de la façade de l'immeuble, c'est pas l'endroit. Mais par contre, sur les grands sujets, oui, bien entendu, il faudra qu'il y ait un forum, tout simplement, au sens antique du terme, sur la place publique ou chez les Grecs également, ça existait bien sûr. Hein. La démosophie, c'était ça, c'était parler avec le peuple. Et sur la place publique, et en particulier sous le Panthéon à Athènes. Et donc, cette tradition-là, qui avait été perdue parce que ça concernait qu'un petit nombre de personnes qui étaient des hommes libres, eux étaient libres, mais ils avaient à leur service des esclaves, c'est-à-dire que la donne économique était faussée par le fait que tous les hommes n'étaient pas égaux en droit. Voilà, ça c'est la grande différence entre l'Antiquité et ce que nous avons prôné depuis le 18e siècle. Pardon. Donc la liberté de chaque homme. Et tous les hommes sont égaux en droit. Donc ça, c'était la Grèce antique, c'était cette conception d'un forum où chacun parlait, s'exprimait et disait voilà ce qui est bon pour la cité, voilà ce qu'il faut faire pour avoir la paix, voilà ce qu'il faut faire pour conduire la guerre, pour avoir de meilleures récoltes, pour savoir quel est le meilleur d'entre nous pour nous gouverner, etc., etc., etc. Le forum. Voilà ce qui a été prévu dans les têtes de chapitre de ce programme. Donc déjà, rien que ça, c'est alléchant. Alors, je veux pas rentrer dans le détail, puisqu'on a déjà traité aujourd'hui pas mal la partie revenu universel.
ressources universelles, pardon. On a déjà bien entamé le sujet. Ça a été, comme l'a dit très justement donc Bruno, traité par ces fameuses commissions qui ont été mises en œuvre en manière d'exercice en fait, et qui ont donné des résultats extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a des idées qui fusent même de chez nous, des gens qui sont chez nous, dont j'avais jamais entendu parler, dont on m'assure qu'elles sont pas si farfelues que ça. Alors, est-ce que nous devons pour autant systématiquement promouvoir les idées nobles, les idées novatrices, les idées difficiles à comprendre? Bon, si on se projette un petit peu dans le passé, il y a eu, notamment lors de la Révolution française, des idées qui étaient plus ou moins, voilà, qui marchaient pas, quoi, tout simplement. Par exemple, créer des départements français avec des lignes droites, faire en sorte, un petit peu comme certains États des États-Unis d'Amérique, tailler la France en tranches égales. Ça a été fait, mais ça n'a pas marché. Il y a eu retour en arrière. Donc, toutes les idées n'étaient pas géniales. On a voulu changer, par exemple, les noms des mois. Non seulement on a changé les noms des mois, mais on a dû changer également le nombre de mois. On est passé de 12 à 10. Et on a donné des noms d'oiseaux et des noms de poètes d'ailleurs à ces mois qui avaient tous des noms plus poétiques les uns que les autres, mais ça n'a pas marché non plus parce qu'à la fin de la Révolution française, c'est devenu caduc. Et c'est devenu caduc parce que la France n'a pas réussi à imposer au reste de l'Europe ce type de calendrier, ce qui est assez dommage d'ailleurs parce que Napoléon, qui était porteur des valeurs de la Révolution, aurait tout à fait eu les moyens de transposer dans toute l'Europe ces 10 mois, apportant tous des noms plus fleuris les uns que les autres. Mais bon, les choses ne se sont pas passées comme ça. Donc, tout dans les nouveaux systèmes, tout n'est pas forcément bon à prendre, mais nous avons autour de nous, qui gravitent autour de nous, un ensemble de personnes avec une imagination extraordinaire et qui sont des personnes qui vont faire bouger les choses. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va leur donner une chance, nous donner une chance à nous-mêmes de voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on reviendra en arrière. Et je rappelle que nous avons donc en dernier ressort, en dernière analyse, la présence et l'existence de l'accord suprême du peuple souverain qu'il suffit de convoquer sur un thème important, comme par exemple le nom des mois et le nombre de mois. Est-ce qu'il faut changer le calendrier? Non, pas forcément. On n'est pas dans une action révolutionnaire, on est dans une action évolutionnaire. Donc, on trouvera d'autres sujets. Et par exemple, d'autres sujets, ce peut être effectivement les échanges monétaires, ce peut être la création d'une monnaie interne au pays et avec une devise externe pour les échanges externes, ce qui n'est pas une innovation en soi d'ailleurs. Ça marchait très bien avec l'écu jusque dans les années 90. On payait en écu pour les transactions avec l'Europe et en francs pour les transactions internes à la France. Bon voilà, donc on reviendra peut-être à des solutions qui sont mieux ajustées. Bien souvent, toutes ces idées en termes d'organisation ont déjà été produites par d'autres bien avant nous, et on s'aperçoit avec l'âge que on refait que la même chose qu'avant, quoi. Alors on est tenu par ne pas refaire tout le temps du comme avant, parce qu'on obtiendra encore du toujours même résultat, et on veut changer de résultat. Par contre, on veut pas être des aquabonistes en disant c'est pas la peine de rien faire, puisqu'on a déjà tout a été déjà pensé, fait et étudié, et ça marche pas. Donc voilà. Or si nous ça marche, pourquoi? Parce que le postulat de base, c'est de rendre la gouvernance aux Français, au peuple. Ça, c'est le postulat de base. C'est deuxièmement de se passer du personnel politique. Ça, c'est un gros postulat de base aussi. C'est faire en sorte que la gouvernance ne soit remise qu'entre les mains du peuple. Voilà. Et de créer des commissions qui remplacent les ministères et les ministres, par lesquelles on a toute une série de personnes venues du peuple qui vont travailler avec des sachants sur les sujets et des personnes qu'on va appeler des philosophes en quelque sorte, des arbitres en l'occurrence. Donc voilà, c'est tout ça qui est évolutionnaire. C'est ce socle-là qu'il faut bien prendre en compte et à partir duquel on peut se permettre de réfléchir à un tas de solutions. Alors les artistes, à vos crayons, à vos pinceaux, à vos idées, on a besoin de tout ça. On va avoir besoin d'affiner tout ça. Nous, on donne des grandes lignes. Après, c'est le peuple qui va choisir. C'est à l'issue des 3 années de transition, c'est le peuple qui va dire, nous, on veut faire comme ça. On veut agir de cette façon-là. En tout cas, sur ce territoire-là, qui s'appelle la France, grosso modo. On va essayer de conserver ce territoire parce qu'a priori, il est beau. A priori, il inspire le reste du monde. Apparemment, il fait plus que l'inspirer d'ailleurs. Il est à l'origine des droits de l'homme. Donc, on va le conserver tel qu'il est, sachant qu'il y a probablement, sûrement, dans le reste de la planète, des pays qui ont vocation
remettre en géométrie différente, c'est-à-dire peut-être certaines zones vont partir vers un autre pays, puis celle-ci va rester ou va aller vers un troisième pays, etc. Ça sera la décision des peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui va jouer. Ça, c'est le fondement qui fait qu'on avance sur ces sujets-là. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que la France doit rester ce bloc qui est une image, qui est un repère, un phare dans le monde. Et à partir de ce pays où traditionnellement on a l'imagination, on a la variété, comme j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est dommage de se priver d'avancer fort et vite sur ce territoire, qui est merveilleux en fait. Hein. Voilà. D'autant plus, Philippe, qu'avant la Révolution française, on a simplement deux philosophes qui sont Voltaire et Rousseau, qui ont été plus ou moins à l'initiative, à l'origine. Et nous, par contre, ce que nous faisons au CNT, c'est qu'on fait fonctionner l'intelligence collective de centaines de personnes. Donc, ce n'est pas deux philosophes, c'est des centaines de personnes issues du peuple et qui sont certains des sachants, d'autres qui sont pas des sachants, mais qui sont des gens qui ont des idées, parce qu'à partir du moment où ils sont entrés au CNT, ils ont des idées à développer. Donc, on a une force beaucoup plus grande que simplement deux philosophes. Et on peut arriver à faire ce que la Révolution française n'a pas fait, c'est-à-dire arriver à une évolution, comme tu le dis, mais une évolution positive et pacifique, en évitant tout massacre, en évitant toute destruction, et en agissant comme des êtres souverains du XXIe siècle. Voilà. Oui, absolument. Et donc, on peut rajouter, pour clôturer le tout, qu'on bénéficie bien évidemment de cet outil merveilleux qui est Internet, qui accélère la connaissance, l'information, ce que n'avaient pas nos ancêtres. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une différenciation par rapport à tout ce qui s'est passé par le passé, quoi. Voilà. Très bien. Merci Philippe. Merci Bruno. Prochain rendez-vous avec le Conseil national de transition, ce sera vendredi à 20h30. Nous aurons le plaisir de vous proposer un nouveau sujet de débat. En attendant, nous vous souhaitons une excellente soirée. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Le Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous. www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr.